Rappelez-vous que NG, N lettre majuscule, est l'effectif cumulé de la classe CG. C'est donc le nombre d'observations qui se situe dans la G première classe, donc dans la classe C1 jusqu'à CG. Par définition, de classe CG, c'est aussi le nombre d'observations qui est plus petit ou égal à la borne supérieure de classe CG, donc qui est plus petite ou égale à EG. Maintenant, on veut étendre cette notion. Donc, on voudrait créer une fonction qui nous permet de calculer pour toute valeur x le nombre d'observations de la série dont la valeur est inférieure ou égale à x. Donc, pas seulement pour la borne de la classe, donc pas seulement pour retrouver les effectifs cumulés des classes, mais pour chaque valeur arbitraire. Commençons d'un système d'axes orthogonaux dans lequel on indique les bornes des classes. La première classe s'étend de E0 jusqu'à E1. Nous savons que l'effectif cumulé de la première classe est N1. Ça, c'est exactement le nombre d'observations qui est plus petit ou égal à E1. De même manière, on peut indiquer les autres effectifs cumulés. Donc, pour les bornes supérieures de chaque classe, on sait que la valeur de la fonction nx sera égale à l'effectif cumulé de cette classe. Mais on voudrait avoir une fonction qui est définie pour chaque valeur de x, pas seulement pour la borne supérieure. Donc, prenons un x à gauche de la borne inférieure est 0. Pour ces valeurs, nous savons qu'il n'y a aucune observation qui est plus petite que la valeur, car la première classe commence avec E0, donc la première observation est jamais moins que E0. Par conséquent, la valeur de la fonction nx sera égale à 0 jusqu'au E0. Similairement, on peut prendre un x qui est plus large que la borne ultérieure, le EG. Nous savons que ce EG est la borne supérieure de la dernière classe. Vu que chaque observation se trouve dans une des classes, nous savons que nous avons déjà vu toutes les observations. Et donc, la valeur de nx sera égale à n à la totalité de la population. On a à ce moment déjà rencontré toutes les observations. Ils sont tous dans une des classes. Et donc, par conséquent, à partir de EG, la valeur de nx est égale à n. Reste la question, que se passe-t-il à l'intérieur d'une classe? Regardons à la classe CG. La classe CG qui est définie par les bornes EG-1 et la borne EG. Et prenons une valeur x qui se trouve entre ces deux bornes. Pour définir les valeurs de la fonction pour les valeurs entre les deux bornes, il faut imposer une condition sur la façon dont les observations se répartissent au sein de chaque classe. À nouveau, l'hypothèse la plus simple est l'hypothèse de l'uniformité, donc d'une répartition uniforme. Rappelez-vous que l'hypothèse d'uniformité voudrait dire que pour chaque intervalle de longueur delta, la masse dans cet intervalle est égale. Donc, n'importe où on prend l'intervalle x jusqu'à x plus delta, la masse sera toujours la même. Pour obtenir la masse, on avait dit qu'il existe une constante kg qui dépend de la classe CG, telle que chaque intervalle de longueur delta contienne exactement kg fois delta observations. Comment se comporte la fonction nx sur l'intervalle x jusqu'à x plus delta? Pour ça, regardons aux valeurs nx et nx plus delta. Par définition de la fonction n, nx plus delta est égal à le nombre d'observations de la série qui est inférieur ou égal à x plus delta. Et de même manière, nx est le nombre d'observations de la série qui est égal ou inférieur à x. Donc, si on prend la différence entre nx plus delta et nx, on trouve le nombre d'observations qui est
plus petite que x plus delta, mais pas plus petit que x. Donc c'est exactement le nombre d'observations dans l'intervalle x jusqu'à x plus delta. Donc sous l'hypothèse de répartition uniforme, cette différence est égale à kg fois delta. Ou, si on divise par delta, cette fraction est égale à kg. Notons maintenant que l'expression à gauche est presque l'expression d'une dérivée. Donc si on prend la limite pour delta vers 0, on trouve la dérivée de n. Si on prend la limite à gauche, on doit aussi prendre la limite de l'expression à droite, mais la limite d'une constante est la constante même. On voit donc que la dérivée de nx est égale à la constante kg, ce que veut dire que nx même, la fonction nx, est une fonction linéaire. Cette fonction linéaire est trouvée par intégrer l'expression, donc on trouve que nx est égal à kg fois x plus une constante b. La fonction nx dans la classe CG n'est donc rien d'autre que la ligne brisée qui lie les deux bornes de la classe. On sait maintenant donc finir la construction de l'ogive des effectifs cumulés et on fait ça par lier toutes les bornes de la classe. Donc à retenir pour l'ogive est que la valeur nx est égale à 0, gauche de la borne inférieure de la première classe. Elle est égale à n à droite de la borne supérieure de la dernière classe. Et à l'intérieur de chaque classe, on trouve la valeur nx par créer la ligne brisée qui lie les deux bornes de cette classe. Ici, vous voyez l'ogive des effectifs cumulés pour les indices de richesse avec une répartition en 8 classes d'amplitude variable. Donc, par construction, vous voyez qu'à gauche de la première classe, à gauche de 70, la valeur sera égale à 0. Après, la valeur augmente jusqu'au moment où il atteint 84, qui était la population totale. De même manière, on peut construire l'ogive des fréquences cumulées. Donc, la grande différence est que maintenant, on prend les proportions, les fréquences, et donc la fonction l'ogive va courir de 0 jusqu'à 1 au lieu de 0 jusqu'à n. Une notation importante est que l'ogive des fréquences est notée avec F majuscule. De même manière que les histogrammes ou les polygones, on peut utiliser les ogives pour comparer deux distributions. Par exemple, ici sont montrées les ogives pour les indices de richesse de Namur en rouge et Liège en bleu. Pour trouver l'ogive des fréquences cumulées, on doit d'abord calculer les fréquences cumulées. Donc pour les revenus de 2002, on prend les différentes classes, on calcule par classe la fréquence et après, en ajoutant les fréquences, on trouve les fréquences cumulées. Donc le plus facile est de voir que la fréquence cumulée pour la première classe est égale à la fréquence de la première classe. La fréquence cumulée de la deuxième classe est égale à la fréquence cumulée de la première classe plus la fréquence de la deuxième classe. La fréquence cumulée de la troisième classe est la fréquence cumulée de la deuxième classe plus la fréquence de la troisième classe, etc. Ce qui donne l'ogive des fréquences cumulées pour les revenus de 2002 qui est montré ici. On pourrait aussi calculer les ogives des fréquences cumulées pour les revenus 2007 et 2012. Nous observons que les ogives des fréquences cumulées pour ces répartitions des revenus sont presque des courbes lisses. Si on fait la comparaison entre les courbes de 2002 et 2007, donc la figure à gauche, on voit qu'il n'y a presque pas de différence entre les deux courbes. Cela signifie qu'il n'y a pas de changement significatif entre les revenus de 2002 et les revenus de 2007. En ajoutant en jaune la courbe pour 2012, donc la figure à droite, on voit maintenant qu'il y a un changement significatif entre les courbes rouges et bleues et la courbe jaune. Mais comment on sait voir ça dans la graphique? Comment on sait que les revenus ont augmenté si on regarde cette graphique-là?
Donc, comment on peut exploiter l'information qui est contenue dans les ogives? Prenons l'ogive des fréquences cumulées. Pour x, un nombre réel, cet x correspond à une valeur y égale f of x, qui est la proportion d'observations dans la série des observations dont la valeur est inférieure à x. Mais comment calculer cette proportion? Comment trouver la valeur d'y? On sait que x fait partie d'une des classes. Donc dans ce cas-ci, x est dans la classe CG. Ça va dire que la valeur y, sera définie par la ligne brisée qu'on a obtenue par lier les deux bornes de la classe. Vu que la fréquence cumulée pour EG-1 est égale à FG-1 et la fréquence cumulée pour EG est égale à FG, on sait déjà que Y sera entre FG-1 et FG. Pour trouver la valeur exacte d'Y, on va utiliser l'équation de la droite. L'équation de la droite est uniquement déterminée par deux points, dans ce cas par le point EG-1, FG-1 et le point EG, FG. En général, si on a deux points dans le plan, disons x1, y1 et x2, y2, la formule du droite qui lie les deux est donnée par la formule ci. Si maintenant on remplace le premier point par la borne à gauche et le deuxième point par la borne à droite, on obtient la formule écrite en bas du transparent. Pour maintenant trouver la valeur d'y, on simplement insère la valeur de x dans cette formule. Faisons la calculation pour un exemple. Donc, laissons chercher la proportion de communes dont l'indice de richesse est 124 ou moins. Donc, on va chercher la fréquence cumulative pour 124 pour une valeur de l'indice de richesse égale à 124. Pour trouver graphiquement, on prend la valeur 124 sur l'axe X et on utilise la courbe, l'ogive qu'on a créée pour trouver la valeur Y. Donc, on voit déjà que cette valeur sera proche de 1. Pour maintenant calculer la valeur Y exactement, on regarde dans quelle classe tombe cette valeur. Donc, la valeur 124 tombe dans la classe qui va de 120 jusqu'à 130. Donc, c'est la dernière classe. Et pour cette classe, on connaît les valeurs des fréquences cumulées. On sait que la fréquence cumulée pour 120 est égale à 96% et la fréquence cumulée pour 130 est égale à 100%. Avec cette valeur, on sait maintenant trouver l'équation de la droite. Dans cette équation, on remplace x par sa valeur 124 et on trouve qu'y est égal à 97,6%. Cet chiffre nous dit que 97,6% des communes ont un indice de richesse qui n'est pas plus grand que 124. On pourrait aussi utiliser l'ogive pour faire la calculation inverse. Donc, commençons par une proportion y entre 0 et 1, et on voudrait trouver la valeur x, la valeur réelle, telle que la proportion d'observation inférieure à x est égale à cette valeur y. Pour le calcul de x, on procède de la même manière. On regarde quelle ligne brisée est utilisée. Donc, quelle ligne brisée est croisée si on va de y à x. Et cela nous donne information sur les bornes de l'intervalle et sur la classe dans laquelle x va se trouver. Avec ces valeurs, on peut réécrire l'équation de la droite, qui est égale à l'équation qu'on a construite avant. Et maintenant, on remplace la valeur y dans cette équation et on utilise l'équation pour trouver x. On pourrait donc se demander quel est l'indice de richesse correspondant à une proportion de 50%. Donc, quel est l'indice de richesse pour laquelle se trouve 50% de la masse à gauche et 50% de la masse à droite. Cette valeur, on va appeler plus tard le médian. Donc, sur l'axe Y, on indique 50% et on fait le calcul en inverse pour trouver x.
on détermine les bornes de la ligne brisée. En regardant dans le tableau, on sait que 50% se trouve entre les valeurs de 20% et de 57%. Et dans le tableau, on sait voir que 20% correspond à un indice de richesse de 90 et qu'une fréquence cumulée de 57% correspond à une valeur x égale à 100. Après, on utilise cette valeur pour construire l'équation de la droite. On remplace y par 0,5 et on obtient que la valeur de x, donc la valeur de l'indice de richesse qui correspond à une fréquence cumulée de 50%, est égale à 98,06. Retournons maintenant à l'exemple des revenus et essayons de trouver d'informations dans la graphique à droite, donc dans la comparaison des revenus 2002-2007 avec le revenu 2012. Prenons pour commencer une valeur x qui est par exemple 35 000 €. En utilisant les ogives des fréquences cumulées, on trouve qu'en 2002-2007, il y a environ 80% de la population qui a indiqué d'avoir un revenu inférieur à 35 000 €. Tandis que pour 2012, ce pourcentage semble d'être environ 72%. Inversement, on pourrait chercher le revenu médian, donc c'est le revenu pour lequel 50% de la population a indiqué d'avoir ce revenu ou un revenu inférieur. Pour 2002-2007, ce revenu semble être environ 18 000 €, tandis que pour 2012, ce revenu a augmenté et semble être aux environs de 22 000 €. Nous avons vu que l'ogive des fréquences cumulées décrit, juste comme l'histogramme, la façon dont la masse se répartit sur l'intervalle de définition AB. En particulier, l'ogive des fréquences cumulées, elle permet de déterminer la proportion d'individus dont la valeur observée se trouve entre les valeurs x1 et x2, donc entre deux bornes d'une classe. Les deux graphiques, l'histogramme et l'ogive, contiennent donc la même information, mais visualisée différemment. Ce lien entre l'histogramme et l'ogive est formalisé par la proposition, soit une série statistique quantitative décrite par un histogramme d'aire unitaire et une ogive des fréquences cumulées. L'aire sous l'histogramme à gauche de x est égale à l'ordonnée fx. Donc cela veut dire que l'aire indiquée dans l'histogramme, donc l'aire à gauche de la ligne rouge, cette aire est égale à la fréquence cumulée qui se trouve ou qu'on s'est trouvé à partir de l'ogive. Vous trouvez la preuve de cette proposition dans les notes de cours. Mais la proposition est aussi intuitivement très claire. Prenons le fx, donc la fréquence cumulée qui correspond à x. On sait par définition que fx est le nombre d'observations qui ont une valeur inférieure à x. Si on voudrait voir cela dans l'histogramme, c'est exactement toutes les observations à gauche de x. Et donc, par définition, par construction de l'histogramme, c'est la surface marquée en gris à gauche de la ligne rouge. Une autre option pour visualiser le cumul de la masse d'une variable qualitative continue est la fonction de répartition empirique. Remarquez qu'on peut seulement créer cette fonction si on a les données brutes, donc si on a accès aux observations mêmes. La fonction de répartition empirique est créée à partir des observations, à partir des données brutes, tandis que la fonction de répartition ou l'ogive est créée à partir des classes. La fonction de répartition empirique est indiquée par Fn. F majuscule, car juste comme l'ogive, c'est une fonction qui visualise le cumul de la masse, et avec un sous-script n pour indiquer que c'est une fonction empirique. Donc le sous-script n indique qu'on utilise les n valeurs observées, les n mesures. La formule mathématique est donnée sur le transparent. C'est donc un moyen des fonctions indicatrices. Donc on fait la somme des fonctions indicatrices, on divise par le nombre total.
Comme vous savez, une fonction indicatrice est une fonction qui a deux valeurs possibles, 0 ou 1, selon que la condition est vraie ou pas. Quand on regarde la définition ici, la somme des indicatrices fait rien d'autre que justement compter combien d'observations sont plus petites ou égales à la valeur x. On compare les valeurs triées avec la valeur x. Si la valeur triée est plus petite ou égale à x, la fonction sera 1. Autrement, la fonction sera 0. Donc si on prend la somme, on fait justement compter combien de valeurs, combien d'observations sont pas plus larges que x. Après, on divise par n, donc on fait une proportion de cette somme. Par définition, la fréquence cumulée pour la valeur xi triée est rien d'autre que i divisé par n. Après trier les observations, on a une série en ordre croissant. Donc on a x1 plus petit que x2, plus petit que x3, etc. xi se trouve sur place i dans cette série triée. Par conséquent, le nombre d'observations plus petit ou égal à xi est égal à i et la fréquence est i divisé par n. Il s'agit donc de la même construction que la courbe cumulative des fréquences cumulées pour une variable discrète, mais les contre-marges de la fonction en escalier sont plus petits que celles pour la variable discrète. Quand on crée la fonction de répartition empirique des indices de richesse de la province de Liège, on obtient la fonction ici. Donc c'est une fonction en escalier, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de marches d'escalier, vu qu'il y a très peu de répétitions parmi les valeurs observées. Si on compare avec l'ogive, on voit que les deux fonctions sont très similaires, ce qui est finalement logique. Les deux outils visent quand même le même objectif, c'est-à-dire déterminer la masse d'individus dont la valeur observée pour la variable est inférieure ou égale à une valeur donnée, une valeur x. La raison pour la différence est la stratégie différente. L'une est basée sur les classes, l'autre sur les observations mêmes.